cet événement qui permet de ouvrir au public différent, étudiants, non étudiants, de mettre le droit, d'illustrer le droit dans toute sa diversité, y compris dans des formes ludiques, montrer à tous ces publics qui vont être présents en quoi le droit incarne parfaitement et illustre toutes les questions de société qu'il se pose, et illustrer la richesse des principes du droit, les institutions, les métiers, tout cela au cœur de notre université. Donc c'est avec une immense fierté que je souhaite à toutes et tous une magnifique nuit du droit à l'Université Paris-Nanterre. Merci de me permettre d'évoquer ce sujet qui me tient à cœur. 3 octobre 2024. Une fois n'est pas coutume, c'est avec 24 heures d'avance que s'organisent, en métropole, dans les Outre-mer et quelquefois même à l'étranger, des manifestations inédites dédiées à la Nuit du droit. Pour la 3e année consécutive, l'une d'elles est organisée au sein de l'UFR Droit et Sciences Politiques de l'Université Paris-Nanterre, en étroite collaboration avec le tribunal judiciaire de Nanterre, mais également avec de nombreux professionnels des Hauts-de-Seine, sans l'implication de qui cette soirée exceptionnelle n'aurait pu se tenir. Liberté, égalité, responsabilité. Voici le thème ambitieux choisi pour cette Nuit du droit 2024 à Nanterre. Un thème au contour pluriel où seront mis à l'honneur des questions d'une grande actualité au sein de conférences et ateliers dans lesquels Amicus Radio vous guidera au sein de cette émission In situ. Chers auditeurs, il est 17h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du droit. Plusieurs tables rondes et ateliers se préparent au sein du bâtiment Simone Veil de l'Université Paris-Nanterre sur des thématiques renouvelées par rapport aux années précédentes et pour certaines particulièrement au cœur de l'actualité de ces derniers mois. Sabine Doussard, bonsoir. Vous êtes la nouvelle directrice de cette UFR de droit et sciences politiques, nouvelle doyenne des lieux. Par ailleurs, vous êtes professeur en droit public. On a eu le plaisir de vous suivre l'an dernier lors d'une conférence abordant des questions médicales et éthiques. Alors c'est tout naturellement qu'on se tourne vers vous en premier ce soir. Vous venez d'accueillir actuellement les professionnels qui arrivent nombreux sur le campus. Évidemment, organiser cette soirée au sein d'une université est symboliquement important. Et pour autant, c'est loin d'être systématiquement le cas en France. Alors, la question, en quoi cet événement à Nanterre est si fort et pour vous, à votre avis, particulièrement fort ? Merci beaucoup. Alors effectivement, il est rare que ce soit au sein de l'université que la Nuit du droit soit organisée, puisque c'est un événement qui a été porté par le Conseil constitutionnel pour célébrer l'anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette année tout particulièrement, c'est un moment fort parce qu'on a réussi à pousser un peu plus loin le partenariat avec le tribunal judiciaire de Nanterre. Les étudiants, mais aussi le tout venant, les lycéens vont pouvoir assister à des événements ludiques, à des représentations de procès, mais aussi à des conférences qui participent de la transmission, qui est notre cœur de métier à l'université. Une conférence sur le droit au recours et l'environnement. Et une conférence sur le droit à l'avortement et la question de sa constitutionnalisation en France et aux États-Unis. Donc je crois que c'est un peu la singularité de cet événement organisé à Nanterre et on est très heureux pour le public. Gaëlle, pouvez-vous m'enseigner sur l'aide juridictionnelle s'il vous plaît ? Bien sûr, en fait c'est très simple. L'aide juridictionnelle, c'est une aide apportée par l'État pour les personnes à faible revenu pour leur permettre de faire valoir leurs droits en justice.
C'est sur ces mots que le public est accueilli dans le hall du bâtiment Veil. A comme aide juridictionnelle, première lettre d'un abécédaire très pédagogique et ludique, créé par les étudiants de l'association Thémis Nanterre. Le ton est donné, il s'agira ce soir de prendre le justiciable par la main pour le mener dans une nuit du droit aussi intense qu'enrichissante. La nuit du droit offre l'occasion de mettre à l'honneur de nombreux métiers par la rencontre avec des professionnels aux spécialités différentes qui viennent à la rencontre d'un public, profane ou déjà étudiant en droit, mais dans tous les cas, un public attiré par l'univers juridique. Des professionnels, on en rencontrera beaucoup au sein de cette UFR. D'ailleurs, le Forum des métiers se prépare dans le hall du bâtiment Veil. Mais la nuit du droit, c'est aussi un temps fort pour placer le justiciable au cœur des échanges et mettre en évidence son rôle central dans l'élaboration et l'évolution du droit. On se dirige vers l'amphidée. Une première illustration de cette actualité nous en est donnée. On va y débuter une table ronde centrée sur la question des réseaux sociaux, de leurs usages et leurs risques pour les internautes. Un sujet d'actualité donc, avec la spécificité d'avoir pour en débattre 5 spécialistes avec des fonctions différentes. Un maître de conférence en droit, spécialisé en droit pénal et sciences criminelles, M. Vissarion Giannoulis. Un maître de conférence spécialiste du droit du numérique, M. Sébastien Raymond. Mais également Mme Virginie Deneux, qui est procureure de la République adjointe au tribunal judiciaire de Nanterre. M. Marc Toulier, maître de conférence en droit privé, qui intervient en qualité de membre du service juridique du Conseil constitutionnel. Et enfin, un 5e regard qu'offrira cette table ronde avec celui d'un officier de police judiciaire, investigateur en cybercriminalité, le brigadier chef de police Kéré. Bonsoir. La seule présentation de vos fonctions témoigne déjà de la densité des échanges qui s'en suivront. Le titre aussi de cette table ronde, incriminer, enquêter, protéger, responsabiliser. Alors pour ne pas trop retenir longuement chacun d'entre vous avant que vous ne rentriez dans cet amphi, peut-être pour revenir sur les termes qui articuleront cette conférence et pour mettre vos interventions en lien avec la pluralité de questions qui va s'en dégager, avec moi donc Marc Toulier et également Sébastien Raymond. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire finalement l'intérêt de vos regards croisés sur ce thème commun ? Bonsoir, donc Marc Toulier, je suis universitaire et actuellement chef du service juridique au Conseil constitutionnel et je suis ravi de pouvoir participer puisque parmi les mots que tu as évoqués Sophie, c'est le terme incriminé qui résonne beaucoup pour l'intervention que je vais effectuer. Au Conseil, on a notamment vocation à examiner des lois qui peuvent, sur les sujets qu'on va évoquer, avoir pour objet d'incriminer des comportements qui constitue autant d'abus de la liberté d'expression sur Internet. Et de ce point de vue, la question de la capacité du législateur à appréhender des discours, à poser des limites vis-à-vis de l'usage des réseaux sociaux est tout à fait centrale dans les préoccupations qui sont présentes lorsque le Conseil opère son contrôle de constitutionnalité. Voilà, donc en 2 mots, c'est de ça que je vais parler ce soir. Pour le volet numérique, Sébastien Raymond. Bonsoir, je suis donc directeur d'un master droit du numérique et bien évidemment pour moi le propos sera surtout de présenter un cadre général, de montrer que les réseaux sociaux ça n'est pas un espace de non-droit, il y a des règles à respecter, de par exemple préciser que les hébergeurs bénéficient d'un régime de responsabilité atténué mais qu'ils ont malgré tout une responsabilité, que la tendance est plutôt renforcement de leurs obligations notamment sous l'impulsion du droit de l'Union européenne et par exemple du Digital Services Act, du DSA dont j'aurai l'occasion de parler pendant cette conférence. Voilà. Merci, on vous laisse retrouver les autres intervenants sur le volet pénal qui sont déjà en amphi. Merci beaucoup. Merci. On part faire un tour au premier étage du bâtiment en laissant le hall s'activer à la préparation d'un escape game. On y reviendra dans le courant de la soirée. Mais pour l'heure, la justice civile est toujours à l'honneur au premier, avec, comme l'an dernier, un atelier organisé par les étudiants du master Justice, Procès et Procédure, dans lequel sont présentées des reconstitutions d'audiences de juges aux affaires familiales. Camille Bourdermignot, bonjour. Bonjour. Étaient très nombreux, les étudiants, cette année encore dans le hall et là devant votre porte. Alors par rapport finalement aux années précédentes où vous aviez déjà fait le même thème et avec les mêmes modalités de mise en scène, votre sentiment à vous, le public nombreux, il était similaire, il y avait des attentes différentes ?
En fait, ça fait déjà maintenant 3 ans que nous faisons ces audiences et c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu aussi beaucoup de monde. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde chaque année, mais je pense que c'est lié au fait que nous sollicitons les lycées et en particulier par le canal des profs de lycée qui assurent le module droit et grands enjeux du monde contemporain et qui viennent avec une partie de leur classe de terminale qui à la fois sont très intéressés par le droit parce que c'est ce qu'ils étudient dans ce fameux module au lycée et puis pour certains d'entre eux parce qu'ils souhaitent faire des études de droit à la fac et donc là c'est l'occasion de manière assez ludique de découvrir à la fois les locaux mais aussi les étudiants et puis les profs de droit. Effectivement, ils sont nombreux, ils sont avec leurs enseignants parfois, leurs parents aussi. Merci pour cette confrontation qui leur est manifestement très utile. De rien. Quelques salles plus loin, un autre atelier met également l'occasion de sensibiliser le public aux modes alternatifs de règlement des différends, en offrant la possibilité d'assister à des simulations en direct avec de faux clients incarnés par des étudiants du master DU mode amiable et des masters contrat contentieux et droit privé fondamental. Cet atelier a eu la chance cette année de bénéficier de la participation de Véronique Mirouz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine et votre présence ici est précieuse parce que vous êtes également vice-présidente de la commission MARD au barreau des Hauts-de-Seine. Alors en quoi finalement la présence déjà de ce thème, cette année encore, parce qu'on avait déjà un thème assez similaire l'année dernière, au sein des ateliers de la Nuit du droit, est à votre sens fondamentale ? Oui, tout d'abord, merci de me permettre d'évoquer ce sujet qui me tient à cœur parce que, outre être avocate, je suis devenue il y a quelques années médiatrice, donc moi-même désignée par les juridictions pour mener des médiations. Alors, quand on parle de médiation, c'est un des MARD. Bien évidemment, les MARD au sens large concernent plus largement donc tous les champs du droit et aussi le rôle des avocats reste essentiel dès lors qu'ils doivent s'accaparer au stade le plus précoce possible ce mode. Alors certains parlent non pas simplement de modes amiables, mais de modes adaptés, puisque, et c'est pour ça aussi que ça a paru important de revenir sur cette problématique, le règlement de déontologie des avocats, ce qu'on appelle le RIN, donc en ses articles 6 1 et 8.2, conseille aux avocats d'introduire dès le départ du conseil les modes amiables comme réflexion en termes de stratégie de dossier. Donc plus précisément, on doit considérer que chaque étudiant en droit maintenant devra au plus tôt suivre des formations spécifiques aux modes amiables qui leur permettront, s'ils souhaitent rejoindre la profession d'avocat, d'avoir déjà connaissance de ce champ donc, et une compétence de plus à leur arc. Ouais, effectivement, les simulations ici en salle et ces mises en situation, ils participent évidemment particulièrement. Donc c'est un atelier, je pense, on voit les étudiants qui s'y pressent, qui intéressent pour les mises en scène que ça va permettre de voir. Merci. Je vous en prie. Et alors, juste pour ajouter un point par rapport justement à l'importance pour les étudiants de se former aux modes amiables, c'est qu'ici à Nanterre, il s'est créé un DU MARD, donc quelque chose qu'on peut faire en plus d'un Master 1, d'un Master 2, qui vient, apporter cette carte en plus, donc sur un profil qui peut ensuite même amener en entreprise, en collectivité, puisqu'on pense aussi à la médiation administrative ou à d'autres modes amiables propres au droit public, amener les étudiants à trouver des voies, puisqu'on parle maintenant de justice de l'amiable, donc et plus simplement de justice donnée aux tribunaux. Voilà. Effectivement, oui, c'est une voie qui est multiple, vous avez tout à fait raison de le souligner. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. 18h30, changement de thème et de salle, au deuxième désormais, pour assister au lancement d'une autre conférence, très attendue ce soir, où il va être question de l'avortement comme question constitutionnelle, avec 2 invités spécialistes du sujet, dans une perspective interdisciplinaire et comparative, France-États-Unis. Stéphanie Hennette-Vaucher, bonsoir. Bonsoir. Élisa Schell également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes 2 professeurs dans cette université, en droit public pour ce qui vous concerne Stéphanie, et en sciences politiques pour vous Élisa Schell. Alors, une question à chacune peut-être, déjà pour reprendre les mots du programme. 2 ans après une décision historique de la Cour suprême américaine ayant remis en cause la protection constitutionnelle du droit des femmes à avorter, la France est devenue le seul pays du monde à inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans sa constitution. Alors qu'est-ce que cette singularité française change pour ce droit ? Et finalement, quels sont les enjeux que vous allez discuter ici dans cette conférence ? Quels sont les enjeux de cette constitutionnalisation ? Ils sont très nombreux, on va essayer d'en aborder un certain nombre. On va voir que la
constitutionnalisation en France, on n'est pas tout à fait certain de ce qu'elle va apporter. C'est un petit peu difficile de savoir exactement quelle va être la portée dans le temps de la forme qu'a pris cette révision, puisqu'en réalité, il s'est agi simplement de donner une nouvelle compétence explicite au législateur, mais il l'avait en fait déjà, puisqu'on avait déjà un certain nombre de lois qui déterminent les conditions de réalisation de l'IVG. Donc j'essaierai d'expliquer qu'il y a une incertitude sur la portée technique, disons, réelle de cette révision, mais qu'en revanche, ça ouvre à toute une série de questions sur les fonctions symboliques des constitutions et sur le point de savoir si ça change quelque chose, en fait, à ce qu'on comprend de notre texte constitutionnel, d'avoir ou pas l'avortement dedans. Et oui, et par rapport à notre conception française, alors Elisa Schell, votre spécialité à vous, c'est justement d'être sur cette comparaison France-États-Unis. La question du droit à l'avortement, évidemment, elle est au cœur des enjeux des élections 2024. Alors le débat outre-Atlantique sur la question, dans quelle mesure il va prendre sa place dans cette conférence ce soir? Alors, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de droit à l'avortement inscrit dans la Constitution en tant que telle, du fait de la tradition constitutionnelle américaine. Et ce qu'on va essayer de développer ce soir, c'est de quoi cette protection constitutionnelle était le don déjà, pour commencer, puisque ça recouvrait en réalité des droits qui ont été restreints progressivement, même après sa protection fédérale en 1973. Et donc on va regarder les effets du fédéralisme aussi sur ce droit à l'avortement. Et jusqu'à nos jours, où on en est concrètement dans cet accès au droit. Bien sûr, l'avortement occupe une place importante dans la campagne, et d'autant plus importante depuis que Kamala Harris est candidate à la place de Joe Biden. C'est un argument pour faire vaciller les républicains qui sont très rétifs à prendre parti contre l'avortement. C'est la première année où l'interdiction de l'avortement n'est pas au programme du Parti républicain. Donc c'est un moment vraiment historique pour les États-Unis, avec un Parti républicain qui est très hésitant à aller contre le droit à l'avortement, et des démocrates qui essayent de le porter davantage, mais avec toute la difficulté qui est liée à l'adoption d'une loi fédérale dans ce domaine. Donc c'est toutes ces complexités qu'on va voir ce soir. Merci beaucoup à vous deux pour ces quelques mots qui annoncent une discussion riche autour de débats politiques et juridiques du moment. Il est temps de redescendre dans le hall pour retourner en amphidée, où la conférence sur les réseaux sociaux touche à sa fin, pour laisser place à un autre thème central dans cette Nuit du droit 2024, la question environnementale. On aperçoit sur les murs de l'amphi le nom de 3 affaires rendues par la Cour européenne des droits de l'homme le 9 avril 2024. Elles seront présentées dans un instant par une professeure de droit privé et co-directrice du master droit privé fondamental, Anne-Dani Fatoum. Plusieurs champs seront ensuite explorés dans une table ronde avec 3 intervenantes. Bonsoir, je vais vous laisser vous présenter peut-être pour exprimer en quelques mots le cœur du message que vous allez faire passer dans cette conférence. Bonjour, moi je suis Céline Valérini, je suis première vice-présidente au tribunal de Nanterre, et l'intérêt pour moi de venir parler du droit de l'environnement, c'est justement de montrer en quoi la justice a un rôle absolument essentiel pour porter ce droit qui est celui de l'environnement, et surtout pour faire jurisprudence et faire en sorte que les États respectent les engagements, et ceci dans l'intérêt des citoyens. Céline Clocher-Dubois, je suis avocat au barreau des Hauts-de-Seine, je suis spécialisée en droit de l'environnement et droit des énergies renouvelables et membre du Conseil de l'ordre du barreau des Hauts-de-Seine. Alors l'intérêt pour moi de cette conférence, déjà, c'est de la présence à la Nuit du droit, c'est de pouvoir rendre le droit plus accessible à tout à chacun, en expliquant comment le droit peut influer dans notre vie de tous les jours, et notamment dans le secteur du droit de l'environnement et sur les sujets de changement climatique. Et l'un des axes importants que l'on va présenter est notamment l'axe du droit à intervenir dans un contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme, savoir qui a le droit d'intervenir. Est-ce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ou alors via une association de protection de l'environnement.
Et moi, je suis Charlotte Michon, donc avocate au barreau de Paris, spécialisée sur les questions de RSE et devoir de vigilance auprès des entreprises. Et donc, je vais compléter les propos de mes collègues en parlant plutôt de la pression qui monte sur les entreprises et qu'est-ce qu'on leur demande en termes d'obligations réglementaires et en termes de plan de transition climatique. Et aussi montrer le regard des différentes parties prenantes, donc qui sont un peu les mêmes qui attaquent les États, donc les ONG, mais aussi de plus en plus les investisseurs, les consommateurs, sur les pratiques des entreprises et qui les poussent à s'améliorer, si je puis dire, en tout cas à prendre le sujet en compte dans leurs activités. Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureuse d'être aujourd'hui dans cet amphi pour parler de la protection de l'environnement, et ceci principalement pour 3 raisons. Première raison, il me semble que nous évoquons un thème essentiel, celui de la justice climatique, un thème qui prend tout son sens lors de la Nuit du droit, événement national créé par le Conseil constitutionnel, alors que précisément nous avons en France une charte de l'environnement adoptée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et qui est aujourd'hui contenue dans le préambule de la Constitution. Suivant les termes du Conseil constitutionnel lui-même, la protection de l'environnement est un objectif à valeur constitutionnelle en tant que patrimoine commun des êtres humains. Avant de démarrer, une petite précision. Normalement, on est censé intervenir sur les scènes en combinaison, enfin les combinaisons avec des joutes intégrales. Le pénal est toujours mis à l'honneur pour cette nuit du droit, avec une nouveauté cette année qui suscite beaucoup d'émoi dans le hall du bâtiment Veil, la mise en place d'un escape game. Illusion mortelle, enquête de vérité. Vous incarnez une équipe d'enquêteurs appelés à résoudre une mystérieuse affaire. Le corps sans vie d'un célèbre médecin, le docteur Cordocou, a été retrouvé dans son appartement situé dans les Hauts-de-Seine. À votre arrivée sur place, au milieu du désordre qui règne dans la maison, vous identifiez le corps du docteur Cordocou, une corde autour du cou et une lettre déposée à ses pieds. Un cambriolage qui aurait mal tourné ? Un suicide ? Et si tout ceci n'était qu'une simple mise en scène ? Vous disposez de 20 à 30 minutes pour rassembler les indices collectés dans chacune des pièces, permettant de répondre aux 12 questions médico-légales de droit pénal et de procédure pénale. À la fin du jeu, vous découvrez les circonstances entourant ce tragique événement. À vous de jouer. Après la réalisation d'un Cluedo l'an dernier, c'est donc sous une nouvelle forme de jeu grandeur nature que les professionnels du parquet de Nanterre, accompagnés par de nombreux étudiants pénalistes du Master 2 droit pénal et politique criminelle, vous invitent à endosser la casquette d'enquêteur. 6 sas, symbolisant les pièces à franchir pour progresser dans ce jeu, avec pour cela des énigmes de droit pénal et de procédure pénale à résoudre sous forme de QCM. Tout a été pensé, les indices bien cachés dans un décor digne d'une scène de crime, mais le tout est méticuleusement orchestré pour être accessible au plus grand nombre. C'est bien. Moi j'ai trouvé des questions par réflexion. Vous êtes dans quel parcours ? Moi je suis en L2 de droit et lui il est en cybersécurité. Rien à voir. Mais bon, on réfléchit un peu, ça passe. Sur la phase PTS, police technique, ça vous aide peut-être ? C'est ça, voilà. Vous êtes en L2 de droit ici. Donc au cours de pénal, vous ont aidé. C'est ça, ils sont très bien. Je paye mais pas des gros par contre. Alors plusieurs lycéens dans le hall se prêtent au jeu. Oui. Les questions auxquelles vous devez répondre, des questions qui ont été conçues pour vous, pensées en pénal, en procédure pénale, mais aussi pour des gens qui ne connaissent pas la matière. Vous en pensez quoi ? C'est difficile de contextualiser cette scène de crime avec ça ? Non, du tout, parce que pour les premières questions, on voit qu'elles sont assez faciles, je vais dire ça comme ça. Et par exemple, la première question, c'est des techniques particulières permettent de détecter des traces invisibles à l'œil nu. Donc c'est vraiment de la compréhension et pas c'est pas tiré de notre connaissance où on ne doit pas être spécialisé pour répondre spécialement à cette question. Et alors dans tout ça, qu'est-ce qui vous semblerait compliqué ? Là, vous êtes en train d'observer concrètement
ce pauvre monsieur Cordoucou qui est allongé par terre, hein, au vu de des indices que vous avez pu observer et des questions qu'on vous pose, qu'est-ce qui vous semble encore compliqué pour aller au bout de cette pièce, dans cet escape? Donc on a déjà vu qu'il y avait une balle de pistolet. Déjà, c'est bizarre parce qu'il était censé être... comment on dit? Étranglé. Oui, étranglé, alors que là, on remarque qu'il y a une contradiction. Il y a des fautes d'orthographe. Il y a des fautes d'orthographe. Il y a des fautes d'orthographe, c'est vrai. On a bien entendu des lycéens dire ça, souvenez-vous-en. J'ai l'impression qu'il y a une touche d'humour et c'est entraînant. On a envie de savoir ce qui va se passer. Oui. Et la manière dont il est mort. Oui. Je pense qu'en plus on pourra vraiment déterminer si les questions elles sont bien placées ou si elles sont difficiles ou pas une fois qu'on aura la mise en scène. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Enfin, surtout qu'on aura la mise en scène et qu'on pourra répondre aux questions une fois qu'on aura les réponses. Je pense que les questions elles ont un but précis qui vise à trouver comment est-ce qu'il est mort justement. Et en fait ça nous amène à nous poser plus de questions concernant l'intrigue de cette histoire. C'est ça le point culminant. Ouais. Après, est-ce que ce sera facile ou pas? Je pense qu'on découvrira. Ce sera pas facile mais ce sera intéressant. Mais oui, ça sera facile. C'est ça. On sait pas. Eh bien on vous laisse continuer, la victoire est au bout alors. Merci à vous. Il est 19h45. L'escape game touche à sa fin, mais le droit pénal se poursuit, comme chaque année, pour la grande conférence de clôture dans le grand amphithéâtre Carcassonne. Le public s'y presse ce soir pour y entendre parler du secret de l'enquête et de l'instruction. Bonsoir et bienvenue à la conférence qui va être clôture de cette nuit du droit, de cette édition de Nuit du droit. Une conférence, la grande conférence donc, qui porte sur les faits divers et publics, sur les relations complexes qu'il peut y avoir entre les secrets de l'instruction et sa diffusion, son appropriation par le média. Une conférence qui sera donnée par Madame Virginie Deneuve, procureure de la République adjointe auprès du tribunal judiciaire de Nanterre et avec l'aide de doctorants du Centre de droit pénal et de criminologie de l'Université de Paris-Nanterre. Merci beaucoup d'être resté pour certains à cette conférence un peu tardive, mais qui clôture cette nuit du droit, pour laquelle je sais qu'il y a encore des ateliers qui sont en train de se finaliser. J'ai souhaité cette année vous parler d'un sujet qui vient d'être rappelé par votre professeur, qui est un sujet qui est toujours finalement d'actualité, puisque les relations entre l'opinion publique, on va dire au sens large du terme, et les faits divers, c'est quelque chose qu'on a quotidiennement. Or, effectivement, et c'est ces points-là qu'on va découvrir, un fait divers, oui, un fait divers, quelle que soit sa définition exactement, un fait divers appartient à tous, il est sur le public, il est dans le public. Mais le traitement judiciaire du fait divers, s'il doit avoir lieu, est effectivement protégé. Et si on doit commencer par le commencement, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un fait divers, on va dire, nécessitant une enquête, le premier principe, c'est l'enquête est secrète. On vient d'entendre les mots introductifs de Madame le procureur Virginie Deneuve. On mesure les enjeux et les nécessités de bien comprendre les limites juridiques à cette médiatisation et cette publicité qui peuvent fragiliser parfois l'efficacité des enquêtes. Sur fond de faits divers marquants, ayant souvent marqué l'opinion, s'ensuivront 4 mises au point juridiques et pédagogiques délivrées par des doctorants du Centre de droit pénal et de criminologie de Nanterre, avec le soutien, là encore, d'étudiants en Master 2. Alors, vous êtes 4 binômes qui vont intervenir sur des thèmes croisés. On en entend dans l'amphi qui commence. Est-ce que vous pourriez peut-être, j'ai quelques doctorants avec moi, nous expliquer la raison du choix de ces thématiques? Quelles thématiques vous allez avoir à présenter, ces 4 axes? Et les exemples éventuellement que vous prendrez au service de vos présentations? Alors, nous allons aborder donc le droit de communication du procureur sous 4
mini table ronde. Donc nous allons d'abord rappeler le principe qui est que l'enquête est secrète. Puis nous aborderons donc les exceptions, à savoir donc ce droit de communication du procureur, dans lequel nous aborderons donc les motifs, les contenus et les limites de cette communication. Dans une troisième partie, nous verrons un aménagement qui est l'information seulement de certains tiers. Et enfin, nous conclurons pour rappeler le principe qui est que l'audience est publique et nous évoquerons donc ici les motifs et le contenu, ainsi que les limites et les exceptions à ce principe. 4 mises au point juridiques, en effet, on comprend que les 4 points théoriques vont s'enchaîner et expliquer un peu la progression de ces relations complexes. On suppose évidemment que vous allez illustrer ça avec des exemples emblématiques. Tous ne pourront pas être enregistrés. On ne peut évidemment pas évoquer dans le cadre de cette émission les affaires en cours, mais on va suivre avec intérêt vos débats. Merci beaucoup. Alors, on a pour habitude dans cette émission in situ de débuter le parcours de la Nuit du droit par des propos d'étudiants. Symboliquement, on s'adressera à eux pour finir ce soir, à la sortie de cette grande conférence. Vous êtes des lycéens que j'ai croisés tout à l'heure quand vous faisiez l'escape game. Je suis contente de vous y revoir. À quoi vous attendiez en venant à la Nuit du droit à l'issue de cette soirée? Peut-être en conclusion, est-ce que ça remplit vos attentes en venant assister à ça à Nanterre? Moi, personnellement, oui. Je trouve qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues au lycée et on a vu d'autres points, par exemple les métiers, on a vu comment ça se passe avec les avocats, tout ça, les magistrats et c'était intéressant, je trouve. Et vous? Personnellement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais comme on ne fait pas beaucoup de choses au lycée, on vient juste de commencer l'option des GEMC, c'était très intéressant, on a pu apprendre plein de nouvelles choses et du coup c'était cool. Eh bien, écoutez, on espère peut-être vous trouver prochainement sur les bancs de cette université. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Nous terminons à présent notre parcours in situ au sein de l'université Paris-Nanterre pour cette Nuit du droit 2024. Un grand merci à tous les intervenants et participants qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous remercions également chaleureusement le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que l'UFR Droit et Sciences Politiques pour leur confiance et tout particulièrement le professeur Natacha Sofanor-Brouillot, monsieur Vissarion Gianoulis et Isabelle Jauré pour leur grand investissement dans l'organisation de cette soirée. Merci enfin au label Science Avec et pour la Société pour leur soutien renouvelé. Cette émission a été réalisée avec l'aide de Marin Hirsinger et coordonnée par Léobardo Arango et Sana Amidouli.